Merci à vous d'être sur Africa Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres. Les forces françaises sont arrivées à Kidal et ont pris l'aéroport avec les forces africaines. Elles s'attellent à la sécurisation des 3 grandes villes qui étaient aux mains des islamistes. Paul Biya a effectué une visite officielle en France. Il a rencontré son homologue François Hollande. Le président camerounais a évoqué les droits de l'homme dans son pays et la légitimité de son septennat. Et en fin de journal, vous pourrez suivre le résumé de la 3e journée du groupe D de la CAN 2013. Les forces françaises sont entrées à Kidal sans l'armée malienne, une première depuis l'intervention militaire. Les rebelles Touaregs du MNLA qui revendiquent le contrôle de la ville avec les dissidents en Sardine ne veulent pas de l'armée malienne. N'Djamena de son côté a annoncé que ses forces spéciales sont arrivées à Kidal après avoir libéré Ménaka il y a 4 jours. Et on précise que le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian a laissé entendre que les otages français aux mains d'Aqmi pourrait se trouver dans le massif des Iforas, une zone difficile d'accès. L'armée française a donc réussi à prendre position à Kidal, c'est la 3e grande ville à reconquérir après Gao et Tombouctou. Et dans ces localités, la présence dissimulée des islamistes est à craindre. Les différentes forces sur le terrain s'attellent donc à la sécurisation de ces villes. Alors que l'armée française a pris position à Kidal, 3e ville du Nord Mali, les opérations militaires laissent dans leur sillage une situation loin d'être stable. Dans les villes reprises, comme ici à Gao, les points de contrôle permettent de maintenir le calme. Aux côtés des soldats français, les militaires maliens, tchadiens et nigériens se positionnent pour sécuriser la ville, car les islamistes ne seraient pas loin, peut-être à seulement 30 km de là. Pour la suite de ce que nous devons faire, notamment donc s'assurer que Ansongo et tous les alentours d'Ansongo sont totalement libérés avant de prendre la progression. À Gao, aujourd'hui libre, les habitants se retournent vers tous les symboles du régime oppressif, comme le siège de la police islamique. Les câbles électriques sont récupérés, les véhicules pillés. Les communautés arabes et touaregs assimilées aux islamistes sont parfois pris pour cible. Sur ces images amateurs, la foule s'en prend à un islamiste présumé. Les forces françaises veulent à tout prix éviter les exécutions sommaires. À Paris, le Premier ministre français a appelé à la vigilance. Le gouvernement français est néanmoins favorable au déploiement rapide d'observateurs internationaux qui veilleront au respect des droits de l'homme. À Tombouctou, la chasse aux islamistes est également ouverte. Certains hommes désignés par la foule comme étant des moudjahos, des islamistes qui tenaient la ville, ont été arrêtés. Il faudra l'intervention des soldats maliens pour qu'ils échappent de justesse au lynchage. Et à présent, revenons sur le sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba, en Éthiopie, et qui a largement été consacré au Mali. Le président ivoirien et président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara, s'est félicité de la mobilisation de la communauté internationale en faveur du Mali. On l'écoute. La conférence des donateurs a permis de mobiliser aujourd'hui 455 millions de dollars. Ceci fait à peu près 225 milliards de francs CFA par rapport aux 230 milliards qui étaient recherchés sur la base d'un déploiement de 3300 soldats. Mais évidemment maintenant avec la participation du Tchad qui doit fournir plus de 2000 soldats et les autres pays, y compris les pays de la CEDEAO, qui ont décidé d'accroître le nombre de leurs contributions en troupes. Nous sommes maintenant à un potentiel, y compris les réserves, de 8000 soldats, donc un besoin de financement de 950 millions. Alors, comme je le disais à Addis Abeba, 950 millions sur une année, c'est à peu près 80 millions de dollars par mois. Le fait d'avoir mobilisé dès à présent 455 millions permet de gérer la situation sur les 4 à 5 mois à venir
Et d'ailleurs, une nouvelle réunion des bailleurs aura lieu à Bruxelles le 5 février prochain. Donc nous pouvons être satisfaits. C'est un grand soutien au Mali. Et à noter que Bruxelles abrite une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Elle se tient en prélude à la conférence des donateurs qui aura lieu le 5 février prochain. Le président camerounais vient d'effectuer une visite en France. Il a été reçu par son homologue François Hollande. Lors d'un bref entretien, les deux chefs d'État ont évoqué les relations économiques entre les deux pays. Âgé de 80 ans, Paul Biya en a passé 30 à la tête de son pays. Écoutons-le au sujet de son nouveau septennat débuté en 2011 et au sujet des droits de l'homme au Cameroun. J'ai l'air si fatigué. Je ne suis pas au pouvoir par la force. C'est le peuple camerounais qui m'a élu au milieu de 20 ou 30 autres candidats. Alors, évidemment, personne n'est éternel, mais ce qui me préoccupe maintenant, c'est conduire mon mandat et tenir les engagements que j'ai pris. Nous n'avons pas de problème de droits de l'homme. Voilà un pays où on dit beaucoup de choses, mais les Camerounais sont parmi les Africains les plus libres. Il y a combien de journaux? Une vingtaine, une trentaine, les télévisions, les radios, il n'y a aucune censure. Les droits de l'homme, il n'y a pas de torture, il n'y a pas de disparition. Je sais qu'il y a des personnes qui commettent des délits et qui, pour faire bonne figure, disent qu'ils sont des prisonniers politiques. En Égypte, les violences perdurent et l'opposition se refuse depuis une semaine aux discussions avec le pouvoir. Mais une des figures de l'opposition, Mohamed El Baradei, vient d'appeler au dialogue. Après le travail, ces Égyptiens se retrouvent pour parler politique. Ils sont membres du parti El Doustour, dont le dirigeant est l'opposant Mohamed El Baradei. Ils soutiennent son appel au dialogue, mais admettent être un peu perdus dans la stratégie à adopter. Qu'est-ce qu'on choisit? Soit de s'asseoir avec les frères musulmans en sachant qu'ils seront probablement juste en train d'essayer de gagner du temps, ou de rester dans la rue et aggraver la crise. C'est une situation très critique, on essaye de trouver un juste milieu, et c'est pourquoi parfois on dirait que nous sommes confus. La coalition de l'opposition a encore du mal à afficher un front uni. Nous sommes ici au siège du Parti social-démocrate, l'une des formations du Front de salut national. Islam et ses amis rejettent toute discussion avec le pouvoir. De mon point de vue, la récente décision du Front de salut national est désespérante. Ils vont négocier et commencer un dialogue avec un régime qui a perdu sa légitimité, alors que le sang des Égyptiens coule dans la rue. De plus en plus d'activistes ont pris leur distance avec les partis d'opposition. Certains ne voient pas d'autre solution que la confrontation. Les heurts sporadiques continuent au Caire et en attendant la prochaine manifestation, il y a toujours beaucoup de débats place Tahrir. Cette jeune femme interpelle Mohamed Morsi, accusé de ne pas être le président de tous les Égyptiens. Nous les jeunes révolutionnaires, nous vous demandons s'il vous plaît d'être neutre, de ne pas être qu'avec les frères musulmans ou qu'avec les révolutionnaires. Soyez stable. Une grande partie de la population pointe du doigt l'incompétence des frères musulmans pour gérer le pays. Cet homme demande au président de partir pour éviter la guerre civile et un nouveau bain de sang. Et nous en venons au sport. Pour le compte de la 3e journée du groupe D de la CAN, les Fennecs d'Algérie, déjà éliminés après leurs 2 revers dans la compétition, se mesuraient aux éléphants de la Côte d'Ivoire pour sauver l'honneur. Les deux équipes se sont séparées à Rustenburg sur le score de 2-2. Les éléphants premiers de la poule affronteront dimanche les Super Eagles du Nigeria au compte des demi-finales. Le résumé avec Aminata Mariko. Éliminés de la compétition après 2 matchs sans convaincre, les Fennecs d'Algérie en blanc veulent finir la compétition en sauvant l'honneur. Pour le faire, ils doivent battre une formation ivoirienne qui a réalisé un sans faute jusqu'ici. Pour cette rencontre sans enjeu, Vaïd Khalid Hozik, censé faire tourner, effectue seulement 2 changements dans son 11 de départ, tous dans le secteur offensif. Sous les ordres de l'arbitre gabonais Otogo Kastan, Soudani fait un contrôle dos au but pour entrer dans la surface et pousse Traoré à commettre la faute. Les Gabonais n'hésitent pas à siffler le pénalty à la 6e. Boudebouz s'élance et trouve le poteau droit. Coup dur pour l'Algérie qui n'a toujours pas marqué de but dans cette compétition.
Les Ivoiriens reprennent la possession de balle à leur compte après ce fait de match. Kalou rentre en dribble dans la surface après une feinte de frappe à la 16e. Mais le Lillois loupe complètement son tir au point de pénalty qui s'envole dans le ciel de Rustenberg. La rencontre plutôt plaisante au début perd en rythme dans le dernier quart d'heure de la première période et les deux équipes se quittent sur un score de 0-0. Au retour, l'Algérie tente un sursaut d'orgueil et met le pied sur le ballon. Un assaut récompensé à la 63e minute. Lorsqu'un Mboka stoppe de la main dans la surface un centre de droite de Mostefa. Fegouli exécute la sentence en expédiant une lourde frappe dans la lucarne droite de Yeboah. Ce premier but de la compétition marqué par l'Algérie motive les coéquipiers de Lemouicha. Sur un ballon perdu par la Côte d'Ivoire côté gauche, Fegouli accélère et centre vers Soudani. Seul face au but, l'attaquant de El Arbi Hillel d'Algérie double la mise grâce à un splendide coup de tête. Réponse du berger à la bergère, le capitaine des éléphants d'une superbe tête dans la surface réduit la marque à la 77e. Il sera imité dans ce geste 4 minutes plus tard par Wilfried Mboni. Le buteur du Vitesse Arnhem envoie une mine contrée des 20 mètres, qui lobe Mboli. 2-2, ce sera le score final. Les éléphants affronteront les Super Eagles du Nigeria ce dimanche 3 février à Rustenberg pour le compte des quarts de finale. Et qualification historique du Togo pour les quarts de finale d'une CAN. Les éperviers ont validé leur ticket à l'issue de leur match nul 1-1 contre les Aigles de Carthage de la Tunisie. On suit le compte-rendu de ce match avec Yacouba Dansoko. Pour ce match Togo-Tunisie comptant pour la troisième et dernière journée dans la poule D, le sélectionneur des étalons du Burkina Faso, Paul Pouct, est venu voir son futur adversaire pour les quarts de finale. Si le Togo a juste besoin d'un match nul pour se qualifier, la Tunisie par contre doit l'emporter afin de valider son ticket pour le second tour. Mais ce sont les éperviers qui vont prendre vite les commandes de ce match. Ils installent leur quartier général dans le camp tunisien. À la 12e minute, ils sont récompensés. Sur cette belle ouverture d'Emmanuel Adebayor, Serge Gakpé prolonge la balle au fond des filets. 1-0 pour le Togo. Les éperviers ne lâchent rien. Ils sont premiers sur toutes les balles. Gapé, parti à la limite du hors-jeu, sert intelligemment Adebayor. Sur cette frappe, le capitaine togolais rate depuis le cadre. Contre toute attente, la Tunisie obtient un penalty. Nibombe fait une faute sur Dishiri dans la surface. Moueli prend à contre-pied Agasakosi. Mi-temps 1-1. En début de seconde période, commence le show à Adebayor. Sur ce centre de fluide Haïti, l'avant-centre de Tottenham voit sa balle s'écraser sur la barre transversale. 5 minutes plus tard, la Tunisie obtient son deuxième penalty. Cette fois-ci, le buteur Moueli échoue. Sa balle est repoussée par le poteau. Dans le temps additionnel, Agassa est obligé de faire des arrêts exceptionnels pour sauver son pays. Score final 1-1. Avec ce résultat, le Togo de Didier Six se qualifie pour les quarts de finale. C'est la première fois que les éperviers franchissent le premier tour de la CAN en cette participation. En quart de finale, le Togo jouera contre le Burkina Faso. Voilà, c'est la fin d'Afrique Midi. Ne manquez pas, à partir de 19h45, votre rendez-vous avec Afrique Soir qui vous sera présenté par Kolsian Garsou. Merci de nous avoir suivis et à demain.